La question qui me posait est de savoir qu'est-ce qu'on trouve en Afrique et qui impacte le business et qu'on ne trouve pas ailleurs. Bon, c'est une question qui m'intéresse énormément parce que j'ai fait 3 continents où j'ai vécu au minimum 10 ans. L'Afrique, l'Europe et les États-Unis, l'Amérique du Nord. L'Afrique, plutôt l'Afrique de l'Ouest, que je connais assez bien. L'Europe de l'Ouest, que je connais assez bien. Et puis l'Amérique du Nord, surtout les États-Unis, que je connais assez bien. Je vais donner 4 ou 5 choses qui affectent directement le business et peut-être qu'il y aura des commentaires aussi. Je vous invite à mettre vos commentaires aussi. La première des choses, c'est la chaleur. Alors, quand je parle de chaleur, je veux surtout parler de la chaleur familiale. Bien sûr, il y a la chaleur climatique. Bon, ça dépend hein, où est-ce que vous vivez. Si vous vivez en Afrique du Sud, vous n'aurez pas la même chaleur que si vous vivez, par exemple, au Bénin ou au Maghreb, ou même au Sénégal. Au Sénégal, il y a des mois qui sont assez chauds et puis des mois où le climat est autour de 10 degrés, 15 degrés Celsius sans aucun problème. Mais au niveau de la chaleur familiale, c'est vraiment un paquet. Pourquoi je dis que c'est un paquet? C'est la famille au sens large, mais vous vous sentez accueilli en même temps comme un membre de la famille et en même temps, on attend de vous quelque chose. Et je pense que c'est ça qui fait la difficulté. Il y a même des tribus où le mot demi-frère ou demi-sœur n'existe pas. Simplement, c'est la famille. Par exemple, quelqu'un peut appeler une fille sa sœur si il ou elle étaient voisins-voisines. Donc, en Europe, par exemple, le langage, si tu es divorcé et que ta mère se remarie, si tes parents sont divorcés et que ta mère se remarie, bon voilà, tu appelleras l'autre personne ton beau-père. Bon, ou s'il y a une autre fille qui est née, tu lui diras ma demi-sœur. Ou si c'est un garçon, mon demi-frère. Bon, mais ces notions ne sont pas tout à fait séparées comme ça en Afrique. Il y a des gens en Afrique qui m'appellent grand frère, il y a des gens que j'appelle petit frère, et on n'est pas du tout ici d'une même mère et d'un même père. On ne se connaît pas, enfin on se connaît, mais il n'y a pas de lien de sang. Mais on s'entend bien et on s'appelle petit frère, grand frère. Et ça vient justement avec, comment dirais-je gentiment, avec des expectations, avec des attentes. Par exemple, si j'ai un business, ils s'attendent à ce que je les emploie parce qu'ils sont de la même famille. Alors, cette chaleur est très très bien lorsque ça s'arrête uniquement au niveau de la famille, mais lorsque ça va dans le business, il faut savoir dire stop. Le business, l'entreprise, doit utiliser des gens qui sont qualifiés. Donc, ça c'est le premier point, la chaleur familiale, l'accueil familial, mais l'extension de cela dans le business, non. Il faut mettre un trait rouge, je veux dire que non, là ça dépasse. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas financièrement aider quelqu'un, mais dire que c'est parce que c'est votre frère lointain ou votre oncle, donc il faut l'utiliser dans le business, c'est quelque chose d'un peu particulier que l'on trouve souvent en Afrique. On appelle d'ailleurs ça le népotisme. Et ça existe non seulement dans le gouvernement, mais dans le business, et on place la mauvaise personne à la tête d'une compagnie et ça empiète beaucoup sur le résultat final de cette compagnie. Donc, je dis, c'est très bien au niveau de la famille, mais méfiance lorsque ça vient au niveau business. Bien sûr, il y a, en deuxième partie, il y a aussi les opportunités. Il y a énormément d'opportunités en Afrique, mais là aussi, attention. Pourquoi je dis attention?
Et vous allez voir que l'histoire de famille, et ça va au-delà de la famille. Quand on commence à parler de tribu, eh bien là, ça devient extrêmement dangereux pour l'entreprise. Pourquoi? Il y a des personnes, je l'ai vu au Congo, je l'ai vu au Togo, entre les Way, les Kabyais, et puis d'autres ethnies aussi, où il y a des rivalités. Il y a même ça, j'ai vu ça aussi en Côte d'Ivoire. Au nom de la Côte d'Ivoire, je ne vais pas citer des noms parce que nous sommes en période électorale. Je fais cette vidéo fin 2020. Il y a des élections qui se passent en Côte d'Ivoire. Donc, je ne vais pas détailler cela et donner des noms des ethnies, mais il y a des rivalités où des personnes qui sont d'une ethnie ou tribu ne vont pas utiliser ou donner la possibilité à d'autres personnes d'avoir des contrats parce qu'ils préfèrent leur propre ethnie. Alors, donc, il y a énormément de possibilités, mais il faut faire attention comment on se présente pour ces possibilités. Au Congo, par exemple, il y a de grandes entreprises même où une personne à la tête, un Congolais qui est à la tête de l'entreprise préférerait donner un contrat à un étranger, quelqu'un de neutre, que de le donner à une ethnie rivale. Et ça, j'ai trouvé ça assez stupéfiant parce que si la personne est qualifiée pour faire le travail, la personne est qualifiée pour faire le travail. Donc, énormément d'opportunités sur lesquelles je reviens rapidement. Par exemple, l'énergie, transport, agriculture, immobilier, tourisme. Par exemple, l'énergie, pétrole, gaz, électricité, transport, transport aérien, maritime, routière, petits axes, grands axes, agriculture d'exploitation et vivrière, immobilier, que ce soit des petits hôtels, que ce soit des lotissements. Il y a énormément de choses à faire. Le problème, encore une fois, il faut savoir comment capter le marché. Je vous donne un petit secret et je crois que dans une vidéo, j'ai dû détailler cela. Les gens vous diront, bon voilà, il y a ces secteurs sur lesquels vous pouvez faire des sous. C'est pas comme ça que ça se passe. Toi et moi, savons que dans tous les secteurs que je viens de citer, il y a des gens qui réussissent, d'autres qui réussissent pas. Donc, c'est pas le secteur. Voici le secret. Si vous prenez un secteur, ne serait-ce que, je prends par exemple le premier secteur, l'énergie. L'énergie, vous avez le pétrole, le gaz, l'électricité, par exemple. Si vous prenez le pétrole et que vous suivez la filière du pétrole au niveau de offshore, c'est-à-dire là où ils pompent, ils exploitent le pétrole et qu'ils enlèvent ça jusqu'à la distribution, c'est-à-dire au service, là où il y a la distribution à la pompe, vous avez une filière. Dans cette filière, il y a des maillons qui sont mal servis. Vous prenez par exemple l'exploitation offshore. Bon, il y a des choses à faire sur les plateformes. Il y a la soudure, il y a du nettoyage, il y a l'enlèvement des ordures, il y a pas mal de choses à faire. Vous arrivez onshore, vous avez par exemple dans les raffineries, il y a aussi des choses à faire. Dans ces choses à faire, il y a un segment qui est mal exploité. C'est ce segment qu'il faut localiser. Il faut commencer à exploiter ça, c'est-à-dire à rendre service à propos de votre service, à bien rendre le service, puis à dominer ce service-là. Ça, c'est le secret. Personne ne vous le dira comme ça, mais c'est là où en Afrique, on peut commencer dans un segment qui est mal servi, puis on agrandit le segment, puis avec les relations qui sont plus ou moins faciles qu'en Europe ou aux États-Unis à faire, et on arrive comme ça à avoir des amis, avec la chaleur humaine dont je vous ai parlé, eh bien, on peut élargir ses compétences et avoir d'autres marchés, et puis on commence à aligner les marchés. J'ajoute troisièmement une jeunesse vibrante, éduquée, et là aussi il faut faire très attention parce que la plupart des Africains
sont éduqués intellectuellement. Mais au niveau pratique, il faut un petit temps de formation. J'utilise énormément de personnes dans les entreprises que je dirige, je consulte et je remarque que si tu laisses la personne le libre champ de prendre des décisions et puis de faire des choses, quelquefois ils sont coincés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de prendre des décisions, de faire des erreurs, parce qu'ils ne veulent pas faire des erreurs, parce que nous avons été éduqués. Quand je dis nous, je parle des Africains qui sont formés à la française. Nous avons été éduqués à ne pas faire d'erreurs. Si tu prends les Africains qui ont été éduqués à l'anglaise, les Ghanéens, les Nigériens, ils sont beaucoup plus entrepreneurs et ils sont beaucoup plus habitués à faire des erreurs, à apprendre des erreurs, à appartenir à des groupes de mastermind, à essayer de voir ce qu'on peut faire. Ils comprennent un petit peu la gestion de l'argent plus facilement que nous qui avons été formés à l'éducation française. Donc, il y a une formation à faire. Donc, il y a une jeunesse très bien éduquée, mais une jeunesse qui n'est pas très entrepreneuriale. Et quatrièmement, je dois dire, il y a beaucoup de choses qu'il faut revoir avec la banque. Il y a beaucoup de banques, certes, mais les relations avec les banques en Afrique, je trouve que ce qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est le mauvais service des banques par rapport à ce qu'on trouve en Europe ou aux États-Unis. Je n'ai jamais vu des services bancaires, des services, bancaires aussi mal desservis, si je puis dire, qu'en Afrique. Les gens, les banques prennent votre argent, ils vous taxent énormément là-dessus, mais ils sont très très réticents à vous prêter. Voilà un petit peu au niveau de l'entrepreneuriat, voilà un petit peu ce que moi je trouve qui font pas mal de différences. Moi je peux continuer sur la banque, je peux parler du crédit, le credit score qui se trouve aux États-Unis, qui n'existe pas du tout en Afrique, l'épargne qui est plus ou moins encouragée. Voilà, il y a énormément de choses dans cette vidéo, mais ce que j'aimerais surtout, c'est que tu commentes en dessous, qu'est-ce que toi tu penses que l'Afrique a, de manière particulière, qui peut empiéter ou avoir une conséquence sur l'entrepreneuriat. Allez, ciao, c'est Jacques, à bientôt.